Bonsoir et bienvenue sur Europe 1. Nous sommes ensemble pour 2 heures de direct, 2 heures volées à la nuit, pour parler en toute quiétude de tout ce qui fait votre vie. La ligne est ouverte au 39 21. Vous y serez accueillis ce soir par Justin et Quentin, sous le regard bienveillant de Philippe Chartier qui réalise cette émission. Et si vous vous retrouvez dans un témoignage, si vous souhaitez partager votre expérience, apporter votre soutien, vous pouvez le faire à tout moment au cours de l'émission en appelant le 39 21 choix 1 pour dialoguer avec nous à l'antenne. Vous pouvez également nous faire part de vos commentaires, de vos réflexions par internet sur le site europe1.fr ou nous envoyer vos messages au 7 10 25 en les commençant par le mot nuit. Jusqu'à 1h sur Europe 1, Caroline Dublanche. Bonsoir Evelyne. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir. Je suis très très émue déjà. Très émue de vous avoir du fil. Et puis, je voulais vous remercier aussi pour toutes les réponses que vous apportez aux gens. Voilà, depuis tant de temps que je vous écoute, c'est vraiment super. Écoutez, c'est moi qui vous remercie d'être à l'écoute. Et puis, donc vous vouliez me parler un peu de votre fille, je crois. Voilà, en fait, voilà ce qui se passe depuis la naissance de mon petit-fils, entre autres. Ma fille porte le voile. Donc c'est converti, n'est pas passé vers un imam, mais c'est converti à l'islam. Donc depuis qu'elle a eu son bébé? Non, ma fille est née, mais c'était le même jour, si vous voulez. Voilà. Donc il y a un lien très proche, puisque le jour où ma fille aînée a eu son premier enfant, ma fille cadette, le même jour, m'a annoncé que qu'elle s'était convertie et que dorénavant elle ne nous verrait plus qu'avec son voile, son foulard. D'accord. Et voilà. Et depuis là, c'est vrai que j'arrive pas. Ça fait 2 ans, bientôt, mois de juillet. Elle a quel âge ? Elle a quel âge, votre fille cadette ? Elle aura 20 ans au mois de juin. Oui, elle est toute jeune. Elle est très jeune, oui. Elle est très jeune. Elle était tellement vivante, souriante, elle est toujours pleine de joie de vivre. Pourquoi vous dites elle était ? C'est-à-dire qu'elle ne l'est plus ? Elle n'est plus. Elle n'est plus du tout, elle n'a plus du tout cette manière de vivre depuis qu'elle est à fond dans le Coran, dans l'islam. Et voilà, elle a perdu son sourire, il y a plein d'interdits, il y a plein de... j'arrive pas à bien comprendre. Moi-même, je n'arrive pas. C'est très, très difficile. Vous lui avez demandé les raisons pour lesquelles elle avait décidé de se convertir ? Oui, c'est comme ça. Ça peut pas être autrement. Donc voilà, les raisons. J'ai peur qu'elle se soit un petit peu fait embarquer, si je peux dire comme ça. Mais rien nous amène sans qu'on ait une petite étincelle quelque part. Et voilà, quoi, c'est comme ça, de toute façon. Mais c'est-à-dire que ça semble pas tellement fondé quand on dit c'est comme ça et c'est pas autrement. Ça semble plutôt être un mouvement un peu de protestation, de contestation, d'opposition. De contestation, de provocation, oui. Et aussi de refuge. Alors elle se réfugierait, ça sera un refuge contre quoi ? Pour se prémunir de pas mal de petites choses. Enfin, c'est-à-dire que il y a justement en 2002, malheureusement, elle a eu un petit souci. Donc, une personne adulte, même très adulte, aurait eu des petits attouchements auprès d'elle. Et je pense que c'est le déclic qui a fait que. En 2002, donc elle avait. Pardon ? Je ne suis pas sûre de ma réponse là, parce que il peut y avoir beaucoup de choses qui se mêlent à tout ça, parce que elle a perdu son papa, elle était jeune. Voilà quoi. Après, je sais pas, j'ai beaucoup de questions sans réponse. Oui, c'est curieux d'ailleurs, vous dites des petits attouchements, il n'y a pas des petits ou des grands attouchements, il y a des attouchements. Oui, des
attouchements qui peuvent faire aussi mal que d'autres choses d'ailleurs. Mais c'est vrai qu'elle a été très choquée par ça. Il y a beaucoup de... Vous l'avez, elle en a parlé à ce moment-là? Oui, tout à fait, oui. Cette personne, il y a eu des... tout de suite. Il y a eu des suites. Cette personne a été condamnée. Pas du tout, non. Absolument. Pourquoi? Non. Donc j'ai eu beaucoup de mal à porter plainte, puisque c'est un membre très proche de la famille, comme souvent. Donc je me suis dit, mais bon, je l'ai cru, il n'y a pas eu de souci, je l'ai cru, c'était fondé, je savais que c'était pas un mensonge, entre parenthèses. Et non, il n'y a pas eu, donc c'est passé au tribunal. Ensuite de quoi, quelques mois après, même voire 1 an et demi après, on a reçu une lettre comme quoi elle était bien victime, que le coupable n'était peut-être pas coupable, que c'était pas fondé, puis qu'il laissait aller. Il n'y a rien eu de... Voilà. Donc, si vous voulez, il ne voulait pas dire qu'elle n'était pas victime, il ne voulait pas dire que la personne n'était pas coupable. Donc, ça a toujours laissé un vide, quelque part. Parce que la justice, là, n'a pas fait son devoir, je dirais. Il n'y a pas eu de peine? Il n'y a pas eu de peine, aucune. Aucune. Donc, elle a été reconnue. Bon, moi, je l'ai reconnue. Je veux dire, j'ai jamais eu de soucis là-dessus. Je savais pertinemment qu'elle ne me racontait pas des histoires. Mais au vu de la justice, c'est vrai qu'elle n'a pas eu de... ça n'a pas été noté noir sur blanc. Elle a perdu son père à quel âge? Elle avait 4 ans et demi. 4 ans et demi. Ouais. Bon, cela dit, après, on peut remonter tout le cours de l'histoire de votre fille. Il se trouve que là, elle est, je ne sais pas, elle seule pourrait dire au fond à quoi correspond le fait de cette conversion à l'islam, dont elle ne semble pas pouvoir dire, en tout cas à vous, grand-chose, parce que dire, ça semble pas fondé sur une conviction profonde, voyez, sur d'un coup là, une foi. Quand elle vous dit c'est comme ça et c'est pas autrement, alors on dira la foi. Après tout, les croyants vous diront, les croyants vous diront, la foi, on n'a pas à la justifier. Mais après tout, elle pourrait vous dire, je crois. Bon, vous êtes croyant dans votre famille? Non. Enfin, si vous voulez, bon, on a été conduit, on a fait l'école du dimanche, on est baptisé, mais vous êtes catholique? Protestant. Protestant. Oui. D'accord. Oui. Protestant. Mais ça n'empêche pas qu'on a eu notre éducation religieuse comme tout à chacun, mais sans vraiment, on n'a jamais persévéré. Oui, bon, on est 12 enfants sur 12. Il y en a eu un de mes petits frères qui s'est converti lui aussi. Alors, tantôt c'était la Torah, tantôt c'était le Coran. Enfin, il s'est cherché très longtemps. Elle est proche de cet oncle-là? Pas du tout. Pas du tout. Non, parce que là aussi, je pourrais me dire que peut-être elle a été un petit peu... conduite, mais non, même pas. C'est quelqu'un, enfin c'est un frère qu'on ne voit que une fois tous les X temps. Il habite à l'étranger, voilà quoi. Non, c'est même pas ça. Donc j'essaie. Alors c'est intéressant parce que ça s'est passé le jour finalement. Enfin, vous dites ça coïncide avec le moment où sa sœur aînée accouche de son enfant, le premier petit enfant. Le même jour. Le même jour, elle est venue à la maison avec son foulard sur la tête. Symboliquement, elle détourne quand même bien l'attention sur elle à ce moment-là. Ah, tout à fait, oui. C'est-à-dire que là où vous, pour la première fois, vous êtes grand-mère, où sa sœur devient mère, elle arrive avec son foulard sur la tête. Voilà, en disant, bon, maintenant, vous allez me voir comme ça ne changera pas, ça sera comme ça. Donc, je vous dis pas, il y a une très grosse dispute avec son frère qui était là, puisque j'ai un fils qui est entre mes 2 filles, et qui lui a dit, écoute, c'est de la provocation. C'est de la provoque.
bon, elle a essayé de démentir ou plus. Mais c'est vrai que... Si c'est de la provocation, effectivement, ce qui peut être le cas, hein, elle n'ira pas dire oui. Non, forcément. Donc je pense que de toute façon, moins vous finalement, moins vous heurterez à elle, moins vous opposerez de front à ce choix, qui peut-être, ça pose la question du choix finalement, quelles sont les raisons conscientes ou inconscientes qui poussent à cela. Mieux elle va, elle ne va pas s'enferrer parce que ça peut être quelque chose. Elle est quand même au sortir de l'adolescence. C'est une jeune adulte. Il peut y avoir quelque chose. Alors, soit on peut se demander, c'est ça, c'est-à-dire que est-ce qu'il y a réellement une conviction religieuse derrière tout ça, ou est-ce qu'il y a une façon de s'affirmer par rapport à vous, de s'émanciper de quelque chose, de dire quelque chose à travers cela, de façon qu'on peut voir chez certaines jeunes femmes qui finalement, parfois en portant le voile, se sont ni plus ni moins dans la transgression vis-à-vis de leur famille. C'est-à-dire là où certains voient une affirmation idéologique religieuse, pour certaines jeunes femmes, c'est de l'opposition pure et dure à leur famille, de la transgression. Qui peut passer d'autant plus si les familles justement ne leur au fond laissent ne se... Alors, quitte à faire hurler dans les chaumières, il y a eu des périodes où les jeunes gens, il y a eu la période punk, il y a eu la période, il y a eu des moments comme ça où les jeunes gens s'affirmaient, voyez, dans leur mode vestimentaire. Aujourd'hui, ça peut passer par le religieux. Alors, je ne suis pas en train de dire, parce que bien sûr, tout peut être déformé, que derrière cela, évidemment, il y a des personnes pour qui cela a un sens profondément, mais il y a à certains âges de la vie, à certaines périodes charnières, certains pour qui c'est uniquement une façon de s'affirmer par rapport à des parents. Et il ne faut pas sous-estimer cela. Non. D'autant plus que j'essaie justement de relativiser, j'essaie de pas de fermer les yeux, mais de l'accepter tel que, et à chaque fois, comme là, elle habite encore avec moi, donc j'ai pas d'amis, j'ai personne depuis le décès du papa, donc et je vois que à chaque fois que ça se passe relativement bien, que je laisse aller les choses et tout, elle me rentre dedans pour une chose ou une autre, et ça finit toujours en bataille. Oui, donc elle cherche au fond elle cherche le rapport de force avec vous. Ah, tout à fait. Et là, c'est très ostentatoire, c'est-à-dire ça se voit. Ça se voit, comment vous dites? Ça se voit. Ça se voit, c'est-à-dire quand elle est arrivée avec ce foulard, ça se voit. Alors si finalement, au départ, vous avez réagi, c'est normal quand elle est arrivée comme ça. Aujourd'hui, vous dites, après tout, vous la laissez. C'est-à-dire que vous dites, vous n'allez pas ne plus voir votre fille, créer une rupture de lien avec elle pour cette raison-là. Et vous avez raison. Voilà. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas, le pire serait, c'est toujours la rupture du lien. La rupture, si vous voulez, elle l'a eue avec son frère. Oui, c'est lui qui a... Son frère n'a pas avalé son dégauchis, enfin sa religion. Ils ont combien d'écart? Ils ont 4 ans et demi, ils ont exactement. Il est plus âgé? Il est plus âgé, oui. Et il n'a pas accepté du tout. Donc depuis 2 ans, quand je vois l'un, je ne vois pas l'autre. Quand je vois l'autre, je ne vois... Vous voyez c'est compliqué pour vous. Ah, c'est très pénible. C'est très pénible. Je n'en vis plus.
Enfin, je n'en vis plus. Si, je suis obligée de vivre. Mais c'est vrai que c'est très, très, très difficile. C'est vraiment très difficile. Parce que on ne peut plus faire. Alors, en plus de ça, dans cette religion, je ne sais pas si c'est une obligation. Il n'y a plus d'anniversaire, il n'y a plus de fête, il n'y a plus de ci, il n'y a plus de là. Donc, il n'y a plus de réunion familiale. Ça, je ne vois pas. Alors, écoutez, je ne connais pas le Coran, mais pourquoi il n'y aurait pas d'anniversaire ? Mais écoutez, je pense que c'est elle qui s'est imposé ses lois. Oui, c'est ça, j'ai l'impression. Je vois pas pourquoi elle ne fêterait pas son anniversaire. Ça n'a pas de sens. Pourquoi on ne fêterait pas... Là, peut-être qu'il y a des auditeurs, des auditrices musulmans qui pourraient nous appeler au 3921 et nous éclairer, mais je ne vois pas pourquoi on ne fêterait pas son anniversaire. Ça me paraît complètement absurde. Oui, non, je crois qu'elle fait le Coran à sa sauce, là, hein, votre fille. Elle le fait à sa manière, oui. Oui, je crois. Non, mais on a l'impression d'une jeune fille qui est un peu en rébellion. Qu'est-ce qu'elle vit à côté, votre fille ? C'est-à-dire, elle est étudiante. Elle a repris ses études, oui. Bon, depuis ça c'est une bonne chose. La plus bénéfique qui est là-dedans. Ça c'est une bonne chose. Elle a repris ses études. Bon, qu'est-ce qu'elle fait comme étude ? Là, elle passe simplement son bac. Bon, mais c'est une bonne chose qu'elle ait repris. Oui. Ah oui. Parce que jusque-là, elle était en arrêt, donc elle a... Oui, à 16 ans, elle a fermé les portes de l'école. Oui. Elle a été plusieurs fois mise à la porte des collèges, des lycées. Oui. Bon, ça a été toute une suite de choses. Elle était en rupture un peu. Elle était... oui. Complètement perdue. Elle était un peu en errance. Oui, complètement. Sur le plan... Oui. Complètement. Donc, elle se cherche un cadre, peut-être. Oui, mais... Et du coup, elle s'impose un cadre. Souvent, les convertis, quelle que soit la religion, sont les plus sont les plus stricts, hein, les plus sont ceux qui appliquent le dogme vraiment à la lettre. Hein. Ouais. C'est ça qui me fait peur. Et c'est ce que je me dis quelquefois. Est-ce qu'elle oui. Donné d'obligations, de règles, de plein de choses comme ça que je me dis ça peut pas être pire. Ça peut pas être autre. Alors déjà, ce qui est bon signe, c'est qu'elle ait repris ses études. Donc là, elle a repris elle a repris un bac. Elle a des projets. Qu'est-ce qu'elle souhaite faire dans... Pour l'instant, elle sait pas trop. Elle aimerait bien être dans le social. Oui. Mais voilà, quoi. Le problème, c'est que le social, il faut être ouverte. Elle se ferme de plus en plus. Le foulard nous met... On peut dire ce qu'on veut, mais le foulard nous met peut-être quelquefois, pas une barrière, mais peut nous mettre un voile devant les yeux, ou vous savez, je sais pas comment m'expliquer, mais ça peut mettre un froid, quelque part. Donc je me dis, mais qu'est-ce qu'elle va faire après ? Comment ça va se passer ? Je ne sais pas. Mais il y a peut-être des choses symboliques aussi autour de cette agression dont elle a été victime et qui finalement, comme vous dites, hein, vous en êtes ressortis, vous et aussi votre fille, avec un sentiment au fond que bon, elle a été reconnue victime, cet homme lui aussi coupable, mais vous êtes restés dans un sentiment de flou parce que il n'y a pas eu véritablement de sanctions. Alors c'est ça que je ne comprends pas. Il n'y a même pas eu de sursis. Non, rien du tout. Non, c'est un homme d'un grand âge. De surcroît, c'est quelqu'un qui m'est très cher, qui lui était aussi très cher. Voilà, aussi. Donc c'est quelqu'un qui est tombé de son piédestal en une fraction de seconde, je pourrais dire. C'est vraiment quelqu'un que moi j'ai toujours mis très haut placé. Il le reste encore, peut-être avec quelques échelons de moins, hein, parce que une chose comme ça, c'est moi-même j'ai encore pas avalé. Donc j'imagine ma fille. Mais elle aussi, là il est descendu il a dégringolé d'un bâtiment entier, pas d'un étage. Et c'est ça et le problème, c'est que je revois cette personne depuis maintenant 1 an. Vous la revoyez ? Vous revoyez cet homme ? Oui.
Il y a trop d'attaches malgré tout. Comment réagit votre fille au fait que vous le revoyez? Ben justement, elle essaye de montrer que, parce qu'elle vient, elle est avec moi quand on revoit cet homme. Et elle essaye de passer l'éponge, on n'en reparle pas parce que c'est quelque chose qui reste interdit. Hein, c'est tous ces trucs qui, oui, voilà, oui, mais alors on n'en parlait pas. Oui, mais alors là, il y a quelque chose qui ne peut pas aller. Eh oui, justement, oui. Il y a quelque chose qui ne peut pas aller parce que cet homme qui est à nouveau dans votre cercle, oui, que vous côtoyez à nouveau, est le même homme qui a agressé votre fille. Il y a quelque chose de l'insupportable. Tout à fait, dans le sens où moi-même j'ai été agressée de la même manière pendant plusieurs années. Je l'ai expliqué à ma fille. Vous avez, pardon, m'a parlé dans le casque, vous l'avez dit à votre fille, oui? Oui, je lui ai dit. Je lui ai dit parce que c'est pour ça d'ailleurs, en plus de ça, que je n'ai eu aucun doute sur ce qu'elle me disait, sur la véracité de ses paroles. Et voilà quoi. Donc, oui, mais en même temps, vous savez, il y a alors quelque chose qui peut paraître un peu simpliste, mais il y a une expression assez familière où on dit se voiler la face. Oui, ben voilà. Sur une réalité qu'on ne veut pas voir. Mais là, cet homme qui, aussi cher vous soit-il, aussi cher lui était-il, Evelyne, cet homme a abusé non seulement de votre confiance, mais de la confiance de votre fille, pour se livrer à ses pulsions, à sa perversité. Donc le faire revenir à nouveau dans votre cercle familial, c'est finalement complètement occulter, lui accorder un blanc-seing et dire on oublie. On essaye. Non, mais ce n'est pas possible. On ne peut pas oublier. Parce que quand vous me dites que votre fille aujourd'hui vous provoque, vous rentre dans le tas, on disait, il y a d'une certaine façon quelque chose d'une violence qui ressurgit. Et voilà, oui. Et cet homme est celui qui lui a fait du mal. Alors elle lui a fait confiance, c'était un homme pour qui elle avait de l'attachement, mais aujourd'hui de voir qu'à nouveau vous faites alliance avec lui, vous sympathisez avec lui, c'est comme si vous étiez aussi du côté de l'homme qui l'agresse. Je ne sais pas parce que... Comment vous situez-vous? On peut pas tourner la page. On ne peut pas tourner la page sur des faits aussi graves. Non. C'est d'autant plus que quand je lui ai dit, est-ce que si je revois cette personne, est-ce que ça te pose un problème? Est-ce que ça te fait mal au cœur? Est-ce que tu ne veux pas? Parce qu'elle m'avait dit, maman, non. Tu peux pas faire ça, c'est pas possible. Parce qu'à un moment donné, si vous voulez, quand il y a eu ces gestes-là, j'ai mis quand même presque un an, à porter plainte contre cet homme. Et donc, j'ai eu beaucoup de mal à accepter, mais en fait, voilà, j'ai eu beaucoup de mal à accepter. Ensuite, quand il y a 2 ans, non, il y a un peu moins de 2 ans, quand je lui ai demandé, je lui ai dit, écoute, si je le revois, est-ce que, tout en sachant ce qui s'est passé, hein, parce que ça, je ne pourrai jamais oublier. Ça, c'est certain, je ne pourrai jamais oublier. Est-ce que ça te dérange? Est-ce que ça te pose un souci? Est-ce que tu serais mal à l'aise pour toi, pour moi, pour lui, enfin, pas pour lui, parce que dans le fond, c'est lui qui a commis la faute, même s'il est malade. Hein, parce que c'est quand même des personnages qui sont malades. Ou pervers. Mais je pense trop, justement, de ce côté-là. C'est ce que je me dis, mais c'est quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui a du déni, quelqu'un qui ne voit pas tout le mal qu'il a pu faire, aussi bien avec moi qu'avec probablement... Si c'est le cas, c'est pas à vous de le soigner. Pardon, oui. Ben oui. Alors il y a votre histoire qui entre en ligne de compte, oui, et qui ne vous aide pas parce que qui brouille complètement les cartes. Oui.
qui pèse considérablement, parce que vous avez parlé de ce qui vous est arrivé à vous, à votre fille. Tout ça pèse aussi. L'histoire s'est malheureusement répétée avec elle. Cet homme... Oui. Pardon ? Alors que je pensais que c'était oublié. Enfin, oublié. Je pensais que, avec ce nombre d'années derrière, je pensais que quelqu'un pouvait se guérir de ça. Non, c'est faux, c'est faux. C'est faux. Si c'est compliqué déjà, tout ce qui relève de l'attirance sexuelle pour les enfants, il faut déjà un désir de vouloir guérir. En tout cas, on fait pas. Vous ne pouvez pas aujourd'hui. Vous ne pouvez pas recevoir cet homme. Donc, d'après vous, ce serait aussi là le en tout cas, je pense qu'il y a un gros problème, un immense problème, un énorme problème de ce côté-là. De ce côté-là, oui. Ah oui. Cet homme, n'oubliez pas, vous ne pouvez pas le voir. Cet homme est l'homme il a plusieurs visages, évidemment. Oui. Il a plusieurs visages, il vous l'a montré. Mais cet homme, quand vous le recevez, quand votre fille vous voit le recevoir, être là comme un ami, c'est aussi l'homme qui a eu ces gestes. Oui. Déplacée avec elle lorsqu'elle était enfant, et ça c'est de l'ordre de l'insupportable, parce que vous êtes sa mère, et vous êtes la mère, c'est vous qui devez encore la protéger. Donc d'une certaine façon, vous passez du côté de celui qui peut, du côté des agresseurs, en tout cas de celle qui peut plus protéger. Donc oui, peut-être qu'à ce moment-là, elle va trouver protection dans quelque chose du côté d'une loi, d'un cadre, de contraintes qu'elle se met, oui, de quelque chose très contraignant. Quand vous me dites, au fond, elle se met beaucoup de contraintes, oui, elle va peut-être dans un cadre où il lui faut quelque chose, des normes, un cadre toute la protection qu'elle ne trouve pas, elle va essayer de se la mettre par elle-même. Au travers du Coran. En tout cas, la religion peut permettre de trouver un cadre quand on ne le trouve plus au sein de sa famille. Il y a comme dit First Lisa, parfois on peut se radicaliser dans la religion quand des limites claires n'ont pas été mises au sein de la famille avec cet homme. Famille, oui. Mais alors pourquoi est-ce qu'elle en arrive? Elle est arrivée plusieurs fois à me dire écoute maman, je ne lui en veux pas, mais je lui en veux du mal qu'il t'a fait à toi. Mais parce que vous êtes en même temps très liés, votre fille et vous. Oui, on est très liés. Oui. Vous êtes, ça s'entend. Vous êtes très liés, et on voit bien, et d'autant plus à travers vous êtes très liés parce que très tôt. Finalement, il y a tout l'amour que vous avez d'une mère et d'une fille. Vous l'avez élevé, vous avez élevé vos enfants seuls, enfin très tôt. Une grande partie, oui. À 4 ans, elle avait 4 ans, son père n'était plus là. Vous êtes aussi liés dans un traumatisme commun, c'est-à-dire que malheureusement, l'une et l'autre, pas par le même homme, mais vous avez été abusés. Oui. Donc il y a tout ça, donc il y a des choses qui vous lient aussi dans le malheur d'une certaine façon, et c'est là où vous n'avez plus le recul nécessaire. Non, mais c'est-à-dire qui a mal, hein ? C'est-à-dire là elle réagit plus comme une enfant. C'est-à-dire qui est la mère de l'autre à certains moments. Quand elle vous dit j'ai mal, je lui en veux parce qu'il t'a fait du mal à toi. Oui, non, il l'a fait du mal à elle. Bien en sûr. premier lieu, parce que bon, il a trahi votre confiance, et ça, c'est le loup dans la bergerie, hein, qui avance. On sait aussi, c'est connu, c'est-à-dire on fait ami avec les parents, on s'avance comme ça, et puis finalement pour mieux s'emparer, pour mieux dévorer l'enfant. Je caricature, mais enfin il peut y avoir un peu de ça. Bon, finalement, dans les faits, c'est quand même vous la mère, et il a fait du mal à l'enfant. Oui. Donc là, effectivement, ce qu'il faut lui dire, c'est avant tout à toi qu'il a fait du mal. Donc je ne permettrai plus d'aucune façon que cet homme fasse du mal, et l'entrée, la porte, la maison lui est interdite, et il n'y aura plus du tout aucun contact avec cet homme.
Alors là, ça va être... on va accueillir par rapport à ça. Il faut que vous réfléchissiez là-dessus. Peut-être que vous y travaillez, vous, à votre histoire, un peu. J'ai essayé, mais reprenez, ça fait des années que j'essaye de... Oui, mais je pense qu'avec ce que vous vivez à travers votre fille, à travers ce que vous fait revivre votre fille, là, il y a des choses de votre histoire qui réémergent. En tout cas, la relation que vous entretenez avec cet homme montre que c'est le flou là dans votre tête. Étant donné que vous n'arrivez pas à poser la distance que vous devriez poser. Cet homme n'a rien à faire dans votre vie. C'est le même homme qui a agressé votre fille, Evelyne. On va accueillir Mohamed parce que, bon, je pense avoir été suffisamment claire sur ce point-là. Je voudrais revenir sur l'aspect plus du Coran et de la religion musulmane, puisqu'il y avait des intervenants. Alors, effectivement, ça arrive un peu après le débat qu'on vient d'avoir sur la question de l'agression. Mais bon, comme ils sont avec nous au 39-21, je voudrais qu'on les accueille. Bonsoir, Mohamed. Bonsoir. Bonsoir. Caroline. Je précise que votre intervention avait lieu avant le débat qu'on a eu sur l'agression sexuelle dont a été victime la fille d'Evelyne et sur le fait qu'Evelyne revoyait cet homme, parce que sinon votre intervention pourrait paraître un peu comme ça, arriver comme un cheveu sur la soupe. Voilà. Non, mais moi je pense que ça peut être dans la continuité du fait que la fille de la personne qui est avec vous au téléphone, bonsoir madame. Bonsoir, en fait, le souci qui se pose, c'est que ce monsieur, en sachant très bien que l'islam n'oblige pas la personne à porter son voile dans le cadre familial, alors je ne sais pas trop la personne qui est là et qui est étrangère à votre famille en fait, d'après ce que j'ai compris par rapport à ce que développe Caroline. Si votre fille porte le voile à la maison, c'est peut-être une façon de se protéger, parce qu'elle ne se sent pas rassurée. C'est très symbolique, Caroline l'a bien expliqué. J'ai l'impression que c'est plus de l'ordre du symbole parce que c'est une institution religieuse. Ça n'a rien à voir avec le religieux. Oui, mais peut-être, mais bon, je sais que, par exemple, quand elle est avec moi ou avec son frère et avec sa sœur, enfin, pas avec son frère, parce qu'il ne se voit plus depuis 2 ans, elle ne le porte pas. Ah, d'accord. Par contre, quand le mari qui est présent, elle le porte. Oui, parce que en fait, l'homme et la femme, et c'est une parité. C'est pas du tout le fait que ça soit la femme qui soit discriminée, mais ils doivent garder une certaine distance. Le voile ne doit être porté avec des personnes qui sont étrangères au noyau familial. Oui. Les hommes ne peuvent rencontrer les femmes avec lesquelles ils peuvent se marier en fait. Oui, d'accord, mais enfin là c'est quand même son beau-frère, par exemple. Oui, son beau-frère. Oui, mais enfin je pense qu'au-delà de ça, l'homme... pardonnez-moi Mohamed, mais moi je pense que l'image de l'homme a été sérieusement abîmée. Oui. L'homme est potentiellement dangereux. Et l'homme, au-delà, quelle que soit la confession, enfin, je veux dire, là, on sort de la confession. Je pense, quelle que soit sa confession, ça n'a rien à voir. Je pense que vous nous disiez, Evelyne, que cet homme, vous aviez toute confiance en lui. C'était un homme, vous, enfin, vous voyez, il était là, il était présent dans votre vie, enfin, bon. Et puis finalement, bah oui, voilà ce qui s'est passé. Donc, je veux dire, l'image de l'homme est abîmé. Et ce qui a fait que, à mon avis, après, votre fille prend du recul par rapport à tous les hommes avec qui elle pourrait être confrontée à une relation qui soit une relation entre guillemets maritale. Vous comprenez? Moi, c'est comme ça que je vois le problème. C'est que votre fille aujourd'hui, c'est d'une certaine façon, elle se protège de tout homme avec qui, dans l'éventualité, elle pourrait avoir une liaison. En allant, comme dit, je reçois un message du subversif qui dit en même temps,
son père, elle a perdu très jeune, et peut-être qu'il y a aussi chez elle une tentative de s'émanciper de vous, c'est de son âge, et de votre histoire, en allant dans une structure aussi de type patriarcal, hein, parce que les religions, quand même, les 3 grandes religions monothéistes, ça laisse pas tellement de place aux femmes. Hein. Il y a quand même un cadre et plutôt patriarcal, hein, faut quand même le dire. Il n'y a pas de doute là-dessus. Bon. Mais maintenant, le fait qu'elle s'impose des règles qui ne sont pas forcément dictées par la religion à laquelle elle s'est convertie, il y a quelque chose de plus. J'en suis persuadée, mais bon, maintenant, je ne connais pas suffisamment cette religion pour le savoir et pour le dire. Peu importe. Mais elle se met vraiment des barrières. Oui, mais il y a pas de. Oui, mais ce qu'on essaye de vous dire, Evelyne, c'est que là, il n'y a pas de limite. Chez vous, il n'y a pas de cadre. Vous vous rendez compte, et on va conclure là-dessus, l'homme qui l'a agressé, il est reçu. Vous vous rendez compte qu'il y a confusion? On nage presque dans quelque chose de fou. Elle cherche la part de l'humanité à travers le fait religieux. Votre fille, à mon avis, c'est ce que je comprends, c'est qu'elle cherche la part de l'humanité qu'elle a perdue à travers cette agression qu'elle a subie, que vous-même vous avez subie, à travers le fait religieux. C'est une protection qu'elle a trouvée qui lui permet de se sauvegarder en fait et de s'autoprotéger. Voilà. Et exactement. je pense que Caroline a tout résumé en disant que cet homme-là ne fait pas partie de votre vie. À partir du moment qu'il y a eu agression et qu'il y a eu déshumanisation. Voilà, déshumanisation, la fille cherche protection en dehors du cadre familial parce qu'il n'y a plus cette limite ou cette protection qu'elle pouvait espérer. Il n'y a pas de reproche à faire, hein. C'est pas une forme de culpabilisation, mais simplement, aujourd'hui, elle a trouvé ce moyen-là pour pouvoir se trouver une sécurité. Je reçois un mail de Jeanne qui dit votre fille cherche la rigueur, un cadre ailleurs que dans votre famille qui n'arrive pas à lui apporter les réponses au bien et au mal. Voilà, on va rentrer dans le cadre du religieux, le bien et le mal. En fait, finalement, on dirait dans un cadre non religieux ce qui est permis et ce qui ne l'est pas. Voilà, et ça je le comprends très bien. Alors si vous le comprenez, Evelyne, vous le comprenez d'un point de vue rationnel, mais c'est ce qu'il faut arriver, c'est cet homme n'a pas droit de citer chez vous. Et qu'est-ce qui fait que vous poursuivez? Eh oui, mais vous me dites ça ne va pas être évident. C'est l'homme qui a agressé votre fille, Evelyne. Ça devrait vous interroger. Qu'est-ce qui fait que vous poursuivez une relation avec l'homme qui a agressé de votre fille, si ce n'est que ça vous renvoie à votre propre histoire où vous-même vous avez été agressé. Quelle est cette histoire que vous-même vous n'avez pas résolue et que vous poursuivez, mais non, vous n'avez pas réglé. Et au fond, où souvent les victimes d'agression gardent en elles un sentiment de culpabilité et cherchent au fond à réparer, à trouver des excuses, à se sentir au fond responsables de leurs actes, ont une culpabilité que souvent l'agresseur n'a pas. Donc, allez vite en parler, vous reprenez le fil de votre histoire, parce que c'est là aussi comme ça que vous pourrez évidemment vous aider, mais aussi aider votre fille et dans la relation que vous avez avec elle. Vraiment. Je pense que l'islam est très... La religion musulmane est complètement accessoire derrière ça. Hein. Excusez-moi, Caroline, si c'est possible que j'intervienne. Voilà, pardon, Mohamed, oui. Simplement pour dire que votre fille, je parle directement à la personne, votre fille aujourd'hui, elle vous dit, en fait, moi je pardonne, parce qu'elle a le religieux qui vient la conforter dans le fait qu'elle puisse pardonner. Mais elle dit, il t'a fait du mal à toi. Oui. Et elle se sent aujourd'hui, elle, protégée, mais le danger, elle le voit par rapport à vous. Par rapport à moi, parce qu'elle sait que moi, je ne me protège pas. Oui, voilà. Mais c'est comme ça que je le ressens. Que je n'ai jamais su me protéger. Mais on voit bien... De couper, de faire rupture avec la relation que vous avez avec cette personne-là, parce que c'est vous qui êtes en danger, c'est plus elle. Elle se sent protégée, en fait.
C'est vrai qu'elle est bien plus protégée que moi, oui. Oui, mais enfin, Evelyne, vous, en même temps, elle est protégée, mais de façon très illusoire, hein. Donc, oui, tout à fait. Vous avez raison, Caroline. Oui, tout à fait. C'est ça qui me fait peur. Une question, Mohamed, avant qu'on se quitte, parce que sur un plan intellectuel, je me demandais, la fille d'Evelyne, Evelyne nous disait que sa fille ne fêtait plus les anniversaires parce qu'elle disait que c'était comme ça. Oui. Ça, alors, qu'est-ce qu'il en est? Aujourd'hui, il y a des déviations qui sont faites par rapport à certains groupuscules. Par exemple, les salafistes disent que l'anniversaire ne se fait pas, mais c'est complètement absurde dans le sens où ça n'a rien de religieux. Vous voyez. Alors il faut bien voir aussi dans quel milieu elle évolue et qui sont les personnes qu'elle côtoie. Alors maintenant, ce que je peux conseiller à sa maman, c'est qu'elle rentre en contact à la rigueur. C'est vraiment sans que sa fille elle risque d'aller vers un groupuscule qui risque d'être radical, eh bien qu'elle aille voir dans la ville où elle habite si elle peut trouver une mosquée, qu'elle parle avec l'imam pour essayer de comprendre, elle, d'une certaine façon, la situation de sa fille et pour qu'elle la laisse pas rentrer dans une forme d'entourage qui pourrait la mettre en danger. Mais je crois qu'elle est en danger de toute façon. Oui, mais moi je vais vous dire oui. Elle est en danger, Evelyne, si vous continuez effectivement à la laisser, vous aussi, dans cette attitude complètement floue, ou d'autant plus que je vais le redire une fois de plus, que l'agresseur que la maman puisse aussi poser la question et puis la confronter est reçu à la chez vérité, lui dire voilà, l'islam n'interdit pas, j'ai été me renseigner et tu étais en train de suivre peut-être un chemin qui est un petit peu trop tortueux par rapport à ce que l'orthodoxie de l'islam prône. Parce que dans ces cas-là, effectivement, vous pourriez, au fond, la pousser dans les bras de choses encore plus radicales. Donc, oui, non, mais c'est important de remettre un peu les choses à leur place, c'est-à-dire qu'elles retrouvent du sens. Parce que là, il y a des choses qui n'ont pas de sens. C'est peut-être aussi ce que votre... On peut s'emballer très vite avec le spirituel, vous savez. Oui. Une fille qui découvre ce modèle, qui est un modèle identitaire, surtout à cet âge, une sécurité et tout ça, ça peut poser problème si elle n'a pas une référence qui va lui donner un islam beaucoup plus orthodoxe, moins radical. Voilà. Donc en tout cas, merci beaucoup. Oui, mais Evelyne, attention à l'arbre qui cache la forêt. Oui. Tout à fait. Et n'oubliez pas aussi la part de votre responsabilité dans cette histoire. Alors, j'entends votre propre histoire qui brouille les cartes, mais justement, allez vous occuper de votre histoire. On ne peut pas passer la nuit là-dessus, parce que on en a longuement parlé, mais allez vous occuper, vous, de votre histoire. C'est aussi comme cela que vous pourrez vous aider à aider votre fille. Merci beaucoup, Mohamed. Et leur fils aussi, le frère. Exactement, pour que la famille ne se délite pas. On peut y remédier si la sœur vit, même si elle est convertie à l'islam, et qu'elle vive son islam selon un modèle qui est très, tolérant par rapport aux autres qui sont autour d'elle. C'est très important aujourd'hui que le frère puisse percevoir que l'islam, c'est pas quelque chose qui va lui faire perdre sa sœur. Non, je ne crois pas que ton frère... Mais c'est peut-être... Bon, on va pas refaire le débat. Peut-être que votre fils réagit aussi à autre chose que tout ça, hein, parce que votre fils, peut-être que la famille... rien contre. Peut-être que... Alors Evelyne, il va falloir qu'on conclue. Peut-être que votre fils, lui aussi, voir cet homme reçu à la maison, ça peut être un petit peu compliqué. Allez, il faut qu'on conclue. Allez vraiment, je pense, vous faire aider, parce qu'il y a vraiment besoin d'éclaircir tout cela. Merci beaucoup, en tout cas, de votre appel. Merci de nous avoir éclairés également, Mohamed. Au revoir. Bonsoir, Caroline. Au revoir. Au revoir. Pour rejoindre Caroline Dublanche, appelez le 39 21, 34 centimes la minute.
Un petit message de Brigitte qui fait suite au témoignage d'Evelyne qui dit attention parce que votre fille doit se sentir trahie et lâchée par votre attitude floue. Elle a besoin de vous, Safa. Elle dit je suis tunisienne, musulmane, mais c'est pas ça qui m'a donné le plus envie de vous écrire. Elle dit moi j'invite cette mère à essayer de comprendre sa fille, essayer de comprendre ce qu'elle a pu trouver dans l'islam et peut-être essayer de discuter avec elle. Je précise que je suis musulmane, non voilée, j'ai des amis chrétiens et dire aussi que finalement sa femme me dit je fête mon anniversaire et en fait elle ajoute sa fille n'a peut-être plus confiance en elle parce qu'elle ne représente plus la mère protectrice qu'elle était puisqu'elle reste en contact avec cet homme et peut-être qu'elle trouve un refuge et qu'elle l'a trouvé dans l'islam. On accueille maintenant Jacqueline. Bonsoir. Bonsoir Caroline, c'est beaucoup d'émotions. J'ai mis longtemps avant de vous appeler. Voilà, j'ai 61 ans, je suis en instance de divorce. Oui. Mon mari est interné et je souffre parce que il a fait beaucoup de dégâts autour de moi et j'en porte les conséquences à l'heure d'aujourd'hui. Oui. Pourquoi a-t-il été interné, votre mari ? Il était très violent, il avait des délires mystiques. Ah oui. Et schizophrène. Et ça fait que autour de moi, les gens se comportent très mal et je le vis très mal. Pourquoi les gens se comportent mal vis-à-vis de vous ? On me traite de folle, on me fait porter ce que lui il a fait autour de lui, tout le mal qu'il a semé autour de lui, même au sein de notre famille. Mais comment l'expliquez-vous ? Parce que c'est votre mari qui était responsable. Enfin, responsable, non. Puisque s'il était schizophrène, il n'était pas responsable de ses actes. Mais enfin, pourquoi la famille s'est retournée contre vous ? Parce qu'on n'a pas compris. Et puis ma fille était violente aussi. Elle était violente comme son père. Mais c'est-à-dire que la schizophrénie, oui. Mais ça a été diagnostiqué tard, parce qu'en général, la schizophrénie, c'est une maladie qui débute assez tôt. Mais bon, vous avez ce diagnostic a été porté tard chez votre mari ? C'est-à-dire que j'ai commencé une procédure de divorce en 2010. Oui. Et bon, là nous sommes séparés puisque lui il est interné, le logement m'a été attribué. Oui. Mais je vis très mal malgré que je sois suivie par un psychiatre. Oui. J'ai du mal à remonter la pente, Caroline. C'est très dur pour moi et en plus je suis très isolée. Oui. Je vis beaucoup dans l'isolement. Alors je sais plus comment faire pour m'en sortir. Déjà vous êtes sortie quand même de la violence parce que si vous me dites que vous avez vécu avec un homme qui souffrait de schizophrénie, en même temps aujourd'hui, bon certes vous êtes isolée, mais vous n'êtes plus quand même dans un cadre de violence parce que, vous voyez, c'est compliqué, oui, d'être isolée, mais ça n'a pas dû être simple non plus les années passées avec cet homme. Non, il faut dire qu'il m'a démoli psychologiquement et moralement. Je suis complètement anéantie. C'est vous qui avez demandé le divorce, donc ? Tout à fait, oui. Et là, vous êtes partie, vous êtes restée dans la ville où vous habitiez ou ? Oui, je suis restée dans la ville où j'habitais parce que j'ai pas d'autre possibilité de partir. Oui. Comme je suis en retraite et pas avec des grands revenus, on va dire. Donc je suis obligée de rester dans un logement qui m'a été attribué par la juge. Mais au quotidien, c'est très dur. J'essaye de m'accrocher, comme il dit mon psy, mais j'ai beaucoup de mal à refaire surface. Parce qu'il faut effectivement, je pense, vous donner un peu de temps. C'est avoir vécu dans un contexte de violence comme ça, vous pouvez pas refaire surface tout de suite. Vous voyez, ça, c'est quand même, c'est très éprouvant, c'est très psychologiquement. éprouvant, oui,
Vous dites, vous vous sentez un peu démoli de l'intérieur, donc il faut vous donner le temps de vous réparer. Et puis, par rapport à votre famille, aux réactions des gens, de l'entourage, souvent, justement, tout ce qui relève de la maladie mentale, ça fait peur, parce que les gens ne comprennent pas bien de quoi il s'agit au fond. Oui. Donc, ils ont tendance à tenir à distance. Je le vis très mal au quotidien, parce que c'est des réflexions, c'est un tas de choses qui me font mal, en fin de compte. Des réflexions qui vous concernent vous, qui concernent votre mari? Au travers de mon mari, on me traite de folle, et ça, c'est très dur à entendre, parce que je suis pas du tout déséquilibrée. Oui. Vous êtes en souffrance. Oui, je suis dépressive. Oui, mais ça n'a rien à voir. J'ai une grosse dépression, Caroline. J'avoue que j'ai beaucoup de mal à m'en sortir, même en prenant des antidépresseurs. C'est l'horreur, c'est la guerre. C'est la guerre pour s'en sortir, je veux dire. Mais ça serait important peut-être que vous puissiez trouver un soutien dans des groupes de parole. Je pensais à, vous savez, l'Union nationale des amis et familles de personnes souffrant de troubles psychiques. Vous n'en avez pas entendu parler? Pas du tout, non. Qui pourrait justement, vous pourriez rencontrer des personnes qui, comme vous, ont un parent, un conjoint, parfois un enfant, et qui ont eu à subir comme ça soit des réflexions de l'entourage, soit à partager un quotidien. Et on y trouve généralement beaucoup de soutien et de réconfort dans ces groupes de parole. Mais Caroline, c'est représenté dans toutes les villes je crois, oui, je crois qu'ils ont des antennes un petit peu partout en France. Alors après, je crois qu'il faudrait voir appeler l'antenne nationale et puis voir dans votre région s'il y a une possibilité. Mais je crois qu'ils sont quand même assez bien représentés. Qu'appelez-vous antenne nationale? Par le biais de quoi? C'est-à-dire qu'ils sont dans différentes villes. Oui. Voyez? Donc, ils proposent des groupes de parole. Et en général, il y a des retours qui sont vraiment qui sont constructifs, où là les gens trouvent vraiment le réconfort dont ils ont besoin, parce que c'est très compliqué encore d'avoir un proche atteint de troubles psychiques. La maladie mentale est encore très mal perçue. Trop, malheureusement. Pendant un moment, j'allais dans un CMP pour adultes, mais ils m'ont jamais proposé ce genre de choses, c'est-à-dire de groupes de parole. Oui, parce que les CMP, si vous voulez, vous proposent un suivi personnalisé. Individuel, oui. Voilà, individuel. Mais ça peut être, c'est pas du tout incompatible. Vous n'êtes plus suivi dans un CMP? Non, j'ai arrêté parce que j'avais l'impression de tourner en rond. Ah oui, mais ça c'est vraiment dommage, hein, Jacqueline. Il faudrait que vous puissiez continuer. Il faudrait suivre si vous êtes en dépression, voyez, c'est pas seulement le fait d'avoir un traitement antidépresseur qui va vous aider. C'est de reprendre aussi une thérapie, d'aller parler, de prendre un rendez-vous. On tourne en rond au départ. Oui. Et puis à un moment, il y a des choses qui émergent. Vraiment, reprenez contact avec le CMP et puis ne raccrochez pas. On va vous donner les coordonnées de l'association hors antenne, d'accord? Je vous remercie. Ne raccrochez pas, hein, Jacqueline.
à vous si vous nous rejoignez maintenant sur Europe 1. Cette émission est la vôtre. Vous pouvez y parler de tout en toute liberté et sans tabou en appelant le 39 21. Vous pouvez à tout moment réagir à ce numéro 39 21 choix 1 si vous souhaitez apporter votre soutien à un auditeur, à une auditrice, partager votre expérience. Vous pouvez le faire par internet europe1.fr ou en envoyant un message au 7 10 25 en le commençant par le mot nuit. Alors Lali justement veut encourager Jacqueline, lui dire accrochez-vous, reprenez votre thérapie, cela vous aidera à vous battre. Et puis il y a également le subversif qui dit le délire de votre mari s'impose à vous au-delà du divorce en fixant des barreaux intérieurs qui vous retiennent. Vous devez travailler votre estime de vous-même et regagner votre liberté. Alors je parlais de l'UNAFAM, l'Union nationale des amis et familles de personnes souffrant de troubles psychiques. Vous pouvez retrouver cette association sur le site unafam.org, UNAFAM toutattaché.org. Là, vous aurez la liste de tous les départements où vous pouvez avoir contacté cette association. Il y a également un numéro de téléphone, c'est le 01 53 06 30 43, 01 53 06 30 43. Un petit peu de musique et nous accueillerons Marie. Bonsoir Marie. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous m'entendez bien ? Oui. D'accord, ok. Alors tout d'abord, je voulais vous remercier de me prendre à l'antenne parce que ce n'est pas la première fois que je vous appelle. Je vous ai déjà appelé il y a à peu près 2 mois et demi, un peu plus de 2 mois et demi. Mais on peut m'appeler plusieurs fois, hein, Marie, il n'y a pas de souci. Donc voilà, en fait, je vous avais appelé parce que à l'époque, j'étais en pleine rupture de ma relation de 2 ans avec mon premier petit ami. Oui. Et donc quand je vous ai appelé, en fait, il venait, on avait eu une longue période de séparation d'à peu près 1 mois. Au cours duquel ils étaient rentrés en Tunisie, donc chez lui. Et quand il était revenu, il avait repris contact. Et donc, je vous avais appelé à cette occasion. Oui, je me souviens. Voilà, donc ça, c'était début janvier. Et puis, dans le courant du mois de janvier, il s'est rapproché. Et donc, de fil en aiguille... contrairement à tous mes principes et tout ce que je m'étais fixé, on s'est remis ensemble. Et ça a duré 3 semaines et demie à peu près. Et donc, fin février, on a définitivement rompu. Parce que, au bout du compte, si vous voulez, d'abord, il m'avait demandé que cette reprise soit secrète. Donc qu'on évite d'en parler pour qu'on vive, pour qu'on se recentre vraiment sur nous et puis qu'on voit si la relation était viable ou pas. Et à ce moment-là, nous réengager publiquement. Donc moi, je trouvais ça assez raisonnable et donc je l'ai suivi. Et donc on a passé ces 3 semaines et demie cachés. Et puis, en fait, je me suis très vite rendu compte qu'il profitait de cette situation pour me tester ma confiance, donc en essayant de me rendre jalouse, entre autres, et en se rapprochant beaucoup d'autres filles. Et je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait une fille, une de ses amies, avec qui il avait été très proche il y a 1 an de ça. Même, oui, très très proche il y a 1 an de ça. Donc une fille qui était vraiment tombée amoureuse de lui il y a 1 an. Et en fait, je me suis rendu compte qu'elle était revenue à la charge. Et puis, je me suis dit, après tout, c'est normal si elle a encore des sentiments, elle doit penser que maintenant qu'il est célibataire...
Oui, effectivement. Peut-être une chance. Oui, s'il se présentait comme célibataire. Ouais, voilà. Oui. Mais bon, je me disais, je lui fais confiance. Je veux dire, on a un accord plus ou moins tacite, on va dire, de fidélité. Donc bon, je lui faisais confiance. Et puis, j'ai rompu finalement fin février parce que je me suis rendu compte que ça n'aboutissait pas de toute manière. Qu'il était très distant et puis son attitude envers moi était assez désagréable et de toute façon voilà, je m'étais bien rendu compte que c'était mort quoi. Et puis là, si vous voulez, donc ça fait 1 mois tout très exactement. Et il était toujours pas venu chercher ses affaires. Donc ça, c'était un gros problème chez lui. Il mettait beaucoup de temps à venir chercher ses affaires et j'avoue qu'elle m'encombrait, quoi. Et puis, j'ai cherché, en fait, voilà, à l'occasion, je l'ai rencontré il y a quelques jours et je lui ai demandé s'il pouvait venir les chercher. Et puis, il m'a dit, oui, tu passerais les chercher. Et puis, en fait, moi qui pensais avoir finalement bien remonté la pente et bien avoir vécu la rupture, avoir vraiment assimilé que c'était pas possible, etc. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui, j'ai quelque part ressombré. Enfin, je pense savoir pourquoi. C'est parce qu'en fait, jeudi, là, donc demain, ça aurait fait 2 ans qu'on aurait été ensemble. Donc je pense que voilà, cette période. C'est une date anniversaire. Voilà, oui. C'est une date anniversaire et je pense que ça m'a voilà, ça m'a un peu travaillé. Et puis depuis quelques jours, on se recroisait, il avait des regards insistants. Oui, etc. comme à chaque fois. Comme à chaque fois. Comme à chaque fois, il joue toujours ce jeu-là avec vous. Oui. Et donc moi aujourd'hui, je me suis dit, voilà, je ne sais pas pourquoi. Voilà, j'avais envie de reprendre quoi. Et puis, en fait, donc je l'ai appelé. Et puis, il m'avait dit qu'il avait une copine. Donc sans que je lui parle de quoi que ce soit, il m'a dit toi qui voulais absolument que je sois heureux, sache que je suis heureux, je trouvais quelqu'un et je suis comblée, etc. Et puis bon, il exagérait les choses comme à son habitude, donc je me suis dit c'est encore une technique pour me rendre jalouse. Et puis en fait, il s'avère qu'effectivement il a quelqu'un. Et puis de fil en aiguille, en fait, je me suis rendu compte que c'était cette fameuse jeune fille qui lui courait après, voilà. Et bon, jusque là, si vous voulez, je pense que ça c'est, entre guillemets, banal. C'est pas la première fois qu'on entend ce genre de choses. Mais là où je suis blessée et vraiment, je perds quelque part confiance, c'est qu'il a débuté sa relation avec elle quelques jours avant qu'on se sépare. Donc, si vous voulez, il a entretenu une relation parallèle pendant quelques jours. Et cette fille-là, si vous voulez, c'est vraiment une fille, d'après lui, qui est vraiment géniale, quoi, qui a un caractère, voilà, qui lui convient tout à fait. Et par ailleurs, elle est pratiquante, comme lui. Enfin, elle est de la même religion que lui. Ils sont tous les deux musulmans. Et puis, moi, je n'étais pas musulmane. Oui, mais c'est toujours ce qu'il a mis en avant. Mais enfin, ça l'empêchait pas d'être avec vous, hein. Bon. Exact. Et de revenir, malgré tout, constamment vers vous. Bon. Oui. Et donc, en fait, si vous voulez, cette fille-là lui avait quand même demandé qu'il soit fidèle, quoi, malgré tout. Vous voyez, il est fidèle. En fait, là où je suis vraiment blessée, quoi, c'est que pendant cette période, on s'est remis ensemble, on a eu des rapports, y compris pendant la période où il était avec elle. Donc déjà, ça, si vous voulez, ça m'a permis vraiment de relativiser, de le faire descendre du nuage sur lequel je l'avais placé. Parce que mais comment savez-vous voyez, ce qui est fou, c'est
comment avez-vous ces confidences-là? Cette fille-là, elle est géniale, elle est de la même confession que lui. Enfin, c'est lui qui vous parle d'elle? Oui. Si vous voulez, donc ils se sont rencontrés en janvier 2010. Oui, mais il vous l'a dit là récemment, là, tout ça? Oui. Mais écoutez, aujourd'hui. Vous n'avez pas à l'écouter. Il faut arrêter de tendre une oreille complaisante à ses confidences, Marie. Ça suffit, ce jeu qu'il entretient. Mais oui, mais je sais bien. Mais c'est pour ça que je parle d'oreille complaisante, Marie. Ça suffit maintenant. Il est dans un jeu comme ça de séduction avec vous. Bon, cet homme-là est un séducteur depuis le début. Sous couvert il vous a fait le coup de dire ah oui, je suis pas à l'aise avec, tu comprends, normalement étant donné mes origines, ma culture, enfin plus ma religion, je ne devrais pas avoir de relations sexuelles avant mon mariage. Bon, dans les faits, voilà, il a des relations. Bon, il assume pas. Il a un discours et puis il a des actes qui sont en totale contradiction. Et finalement, sa culpabilité, il la projette constamment sur vous. Vous êtes l'objet de son désir, mais bon, il ne cesse il vous court après dès que il est dans une ambivalence constante avec vous. Donc vous êtes complètement empêtré là-dedans, complètement perdu. Donc dès qu'il s'éloigne, hop, vous revenez. Il est profondément dans la séduction et vous êtes complètement englué, empêtré dans cette relation. Oui, donc, mais il n'a pas ces confidences, c'est complètement malsain pour vous. Vous n'avez pas ce garçon, il faut plus avoir de contact avec lui. Ah mais de toute façon oui, là pour moi c'est définitif. Déjà pendant le mois où pendant le mois de mars, donc on avait absolument aucun contact. J'avais pas cherché à reprendre contact avec lui. Il y a vraiment eu un silence radio et même dans ma tête, pour moi, mes sentiments étaient de moins en moins présents et je ressentais de moins en moins le besoin d'aller vers lui. Mais là, avec ce qu'il m'a dit aujourd'hui, enfin pour moi c'est vraiment définitif. Ça m'a vraiment aidé à tourner la page. J'aimerais que ce le soit, mais vous voyez, je reçois un message du subversif qui est vraiment très juste, qui dit le séducteur, c'est faire semblant de ne pouvoir résister pour être irrésistible. C'est en cela que les séducteurs sont souvent irrésistibles. Parce qu'ils savent rendre l'autre aussi. Mais oui, il y a vraiment donc bon. Je me souviens très bien de vous. Je me souviens très bien de vous et les auditeurs se souviennent de vous aussi, Marie. Il y a quelqu'un qui dit j'ai tout de suite reconnu Marie et son histoire d'amour en pointillé. Au début, j'étais pessimiste pour elle, puis avec le temps, je me suis attachée à Marie et même à son amie. J'attends l'épisode 4 comme un enfant. Non, mais c'est bon. Vous êtes prise dans quelque chose d'assez complexe parce qu'il sait bien jouer avec vous et avec votre désir. Oui, mais enfin vraiment. Et objectivement, je me sens plus forte. Là où, enfin, le motif de mon appel finalement, c'est que ça, au niveau de ma confiance en moi et voilà, de ma confiance en général dans une relation, sachant que cette personne-là, pour moi, c'était vraiment quelqu'un de très bien avec des principes, etc. Toute cette image s'est effondrée. Je me suis rendu compte que c'était vraiment finalement un gars parmi tant d'autres, quoi. Simplement, donc si vous voulez, pour moi vraiment, j'avais déjà commencé à tourner la page. Là, j'ai eu un petit soubresaut, je sais pas comment tout ça. Et puis finalement là, je suis pas effondrée, enfin même pas. À la rigueur, c'est même pour moi, comment dire, une sorte de délivrance, quoi. Vraiment, pour moi, c'est un terme. Il a atteint le but. Il a atteint le point de non-retour pour moi. Mais là où vraiment là où ça me bloque, c'est que je me dis mais même le mec qui
semble sain. Si même lui, il réussit à te duper, mais ma pauvre fille, non. Alors là, non, il faut pas tomber non plus dans ce travers-là. Bon, là, c'est normal parce que vous êtes triste et blessé. C'est jamais agréable, mais ça n'a pas toujours été le cas aussi. Forcément, ça veut pas dire qu'il n'a pas été un moment sincèrement amoureux, mais je pense que on idéalise toujours. Puis il y a eu aussi je pense qu'il y a eu aussi ces différences entre vous culturelles et autres, et il a mis cela un peu. Ça a créé. Ça a joué entre vous. Il y a Prune qui le dit avec son franc-parler, qui dit « Ne soyez plus masochiste, la religion est un alibi ». Je crois qu'il s'est beaucoup retranché derrière cela parfois. Pour ne pas affronter aussi ses propres contradictions, et puis pour, au fond, c'était un peu c'est vraiment l'alibi. Et je crois qu'elle ajoute qu'il faut maintenant ouvrir les yeux et cesser de l'écouter. En fait. Oui, j'ai ouvert les yeux de toute façon. Puis là, vraiment, Parce que, bon, là encore, qu'est-ce qu'il met en avant avec cette autre fille qu'il rencontre ? Elle est de la même confession. Ça va, vous vous en fichez, c'est pas le problème. Et là, insidieusement, il vous met en rivalité. Donc elle est géniale, mais il vous met en rivalité. Donc ça ne fait que, malgré tout, stimuler votre désir. Parce qu'on sait qu'au fond, il n'y a rien de tel que d'être en compétition. C'est vrai que j'avoue que je me suis longtemps sentie inférieure à elle. Mais il sait très bien, il sait très bien y faire. Oui. Et puis là vraiment, il est malsain. Oui, il est vraiment malsain. En tout cas, la relation l'est. Je ne sais pas lui, mais il y a quelque chose qui devient. C'est-à-dire, moi, j'avais senti déjà lors de notre dernier échange où il était dans la dévalorisation, où il vous dénigrait ouvertement et où en fait il vous tenait, on sentait qu'il avait à la fois du désir pour vous mais qu'il le tenait à distance en vous dénigrant. Enfin, il y avait quelque chose qui devenait, je trouvais personnellement malsain dans votre relation. Alors je ne sais pas, je dirais pas que lui l'est, mais que votre relation commençait à prendre une tournure malsaine. Bon, alors parfois il faut aller assez loin comme ça pour comprendre que bon, voilà, si c'est pour s'abîmer, il vaut mieux le laisser filer, parce que peut-être que oui, il faut en arriver là à ce qui vous déçoive, mais il en est, c'est là où il est pas forcément dans le sens de décevoir. Il joue sur quelque chose de plus de plus subtil. Il met sur la compétition, il met sur des choses comme ça qui peuvent être aussi des enjeux au fond, où on n'a pas envie de baisser la garde. Bah oui, il y a de ça, oui. Il y a de ça parce que oui, mais c'est au fond, c'est vous qui risquez d'y laisser des plumes. C'est bien pour ça que je vous appelle, et surtout, voilà, ça fait à peu près de 1 mois et demi que je suis quand même suivie en parallèle. Et ça c'est m'aide. vous qui avez fait la démarche, qui avez décidé. Oui. Vous avez fait la moitié du chemin. Pour régler, je dirais, mes problèmes, ce que j'avais vécu dans mon enfance. C'est très bien, ça va vous aider alors, Marie. Il faut le travailler maintenant en thérapie, ça. Oui, voilà. Le problème de confiance surtout. Je pense, oui, mais c'est ça. Je crois qu'il y a quelque chose effectivement de cet ordre-là, et du coup, fatalement, vous parlez là de ce que vous vivez actuellement, et ça va vous ramener à votre histoire. Oui. Donc, ça va vous aider avec cet homme à comprendre que à sortir un peu de cette relation qui, à mon avis, vous mène pas très loin. C'est ce que dit Osiris, c'est un marionnettiste qui vous tient par de jolis fils d'or. Vous avez du mal à y renoncer. Moi, je pense en fait que j'ai fait vraiment le deuil d'une possibilité pour cette relation-là. Oui, mais il en a d'autres, à mon avis. Oui, mais ce qui me fait mal, en fait, c'est que du coup, il est méchant, il me dénigre.
Oui, mais bon, il est méchant, mais comme vous dites, mais il peut aussi être, par moments, il ne peut ne pas l'être. Et quand il ne l'est plus, vous succombez. Il a plusieurs visages. Bon, il faudra travailler ça dans le cadre de votre... puisque ça, vous avez démarré il y a 1 mois, Marie. Concentrez-vous sur cet espace-là. Moi, j'ai été là pendant le temps de l'entre-deux. Je trouve ça très constructif que vous ayez fait une démarche. Parce qu'on sent que derrière, il y a quelque chose d'un peu plus complexe au niveau de, justement, de l'estime de vous-même et que cet homme met à mal ça. Et ça ne va pas. Oui. Donc, quand vous allez vous sentir un peu plus solide... cet homme tirera un petit peu moins les ficelles. Ouais. Et là, on sent qu'il a rallumé quelque chose en vous mettant en compétition avec cette fille. Hein. Parce que c'est ça. Qu'est-ce qu'elle a de plus que moi ? Qu'est-ce qu'elle a ? Elle a rien de plus que vous dans les faits, Marie. Elle est différente de vous, mais ça, évidemment, parce que vous avez une histoire différente, vous êtes différente d'elle, mais elle n'est pas mieux que vous. Vous n'êtes pas moins bien qu'elle. Mais pour lui, il touche et moi je suis vraiment le démon, quoi. Mais c'est... Oui, mais il a une vision très manichéenne des choses, Marie. Et vous aussi, d'une certaine façon, ça rejoint cette vision un peu... C'est une vision très manichéenne des choses, Marie. Vous êtes suffisamment intelligente pour ne pas adhérer à cette vision-là, l'ange et le démon, quand même. Non, mais oui, ça, j'ai bien compris. Vous avez peut-être vu Black Swan, c'est ça. Bon, on est en plein dans cette vision-là, mais bon, c'est bon, on est dans la vie là. C'est l'ange et le démon. Bon, ça peut faire fantasmer un temps, mais vous voyez, c'est quand même plus subtil que ça. Oui. Donc, elle n'a rien de plus que vous, cette fille. En tout cas, vous n'êtes pas moins bien qu'elle. Mais vous, là, il y a toutes vos failles et tout qui ressurgissent et vous vous dites, c'est elle qui aurait remporté la partie. Hein, et vous seriez perdante. Donc quoi ? Non. Il est dans un jeu, il est dans la séduction, finalement possédé. Bon, alors elle lui courait après. Oui, elle est tombée tout rôti. Jusqu'à la prochaine. Bon. Et rien ne vous dit qu'il ne reviendra pas vers vous quand il va sentir que vous lui échappez à nouveau. Mais bon, à un moment, j'espère pour vous que vous pourrez lui opposer un refus franc et définitif. C'est ça, c'est ce que dit Salomon. Quand vous arriverez, vous, davantage à vous respecter, à vous estimer, vous serez moins prisonnière de cette relation. Je pense. Hein ? Donc, mais bon, vous allez y travailler. Allez. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir pris mon appel et je vous souhaite une très bonne soirée. Merci. Vous aussi, Marie. Au revoir. Merci. Au revoir. Des messages qui arrivent pour Marie, alors il y avait Lali qui disait écoutez Marie, il faudrait tourner la page définitivement. Il y avait Brigitte qui disait ne laissez plus cet homme jouer avec vous, faites la place pour un autre qui sera plus clair et qui vous rendra plus heureuse. Également First Lisa qui dit Marie ne devrait plus jamais le contacter parce que ça pourrait durer encore 20 ans comme cela. Et puis il y a également un message signé qui dit mais toutes les femmes sont superbes, tout ont leur délice et on a envie d'y goûter. Comment ne pas s'obséder de leur beauté violente? Signé un séducteur menteur, un pénitent. Voilà, c'est le printemps qui arrive. Hein. Voilà, c'est dit au moins, c'est carte sur table. Et puis Cathy, elle dit le pire qu'il pourrait lui arriver, c'est que vous deveniez amis avec cette femme pour le neutraliser. Et oui, ça c'est de la stratégie, c'est vrai, mais en général ça marche rarement parce que ou alors il faut que les deux s'aperçoivent qu'il y en a une troisième qui se profile à l'horizon, donc elles font front face à l'adversité, mais ça peut marcher. Vous avez raison, Cathy. Et puis alors, oui, je dis c'est le printemps. Hein, vraiment, on sent comme ça la sève qui monte. Il y a le suricate qui fait une demande en mariage, qui dit Prune, épousez-moi. Voilà, il est complètement séduit par les messages de Prune, par son
tempérament fougueux par les femmes à fort tempérament. Le série 4 est séduit. Donc c'est une demande en mariage, Prune, hein, rien de moins. Donc on transmettra si jamais Prune est conquise. Et puis oui, Coco, j'ai bien reçu votre message ce soir et ça fait plaisir de l'avoir. 7 10 25. Alors je ne sais pas, c'est la première fois que je reçois un message de vous depuis que on a le 7 10 25. Je ne sais pas, ça veut dire que vous en envoyiez auparavant, mais je ne sais pas où il passait. Il faut bien mettre le mot nuit devant le 7 10 25. On va accueillir maintenant Myriam. Bonsoir. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir Myriam. Bonsoir. Tout plein de soutien pour Marie. Hein. Donc on lui souhaite beaucoup de choses, des bonnes choses, d'autres rencontres. Hein, on espère. Oui, on espère. Pourquoi pas, ça serait excellent. Toute jeune Marie 20 ans, elle devrait, oui. Il y a tellement de choses à voir encore, à découvrir. Elle a plein de choses à faire encore. Peut-être se défaire de cet homme. Déjà, avant de se défaire, vous avez raison, se défaire de ce lien. Oui. En tout cas, Caroline, excellente émission, hein, pas mal du tout. C'est grâce à ma mère que je vous ai connue. Donc Farida, un petit coucou à ma maman. Ah, mais bonsoir à Farida alors. Mes amitiés, je l'embrasse. Oui, et puis un petit coucou à Justin, hein, derrière le C'est de la famille aussi, Justin? Non, Justin, c'est la personne que j'ai eue avant. Oui, il aurait pu aussi. Oui, très sympathique. Et puis merci pour Christophe Maé, quel chanteur extraordinaire. Ah, c'était on savait que vous adoriez Christophe Maé, alors on l'a passé pour vous. À pic, je l'adore. Vous adorez Christophe Maé. Très avenant avec son public, hein, très très bien, très bon artiste. Bon, alors ça, il faut remercier Monsieur Bertrand Rutilly. C'est lui qui s'occupe de la musique. Ah non, c'est vraiment quelqu'un de bien, ça se voit sur scène. Il est passionné et puis il va vers son public, c'est incroyable. En tout cas, j'ai été ravie d'aller à ses concerts. Alors donc, je viens vers vous ce soir pour avoir vos lumières, hein, les uns les autres, vous-même. Donc j'ai des gros soucis actuellement parce que je suis en congé parental un peu forcé, heureusement et puis malheureusement. Donc en fait j'ai des jumeaux qui ont 14 mois. Et je rencontre un tas de difficultés pour les inscriptions en crèche au niveau de ma commune. En crèche, c'est saturé, me dit-on. Donc les élus que j'ai rencontrés, le personnel, divers personnels que j'ai rencontrés encore aujourd'hui, ce matin. C'est pour ça que je me permets de vous appeler parce que c'est un peu... un appel et puis c'est un peu dénoncer la situation que je rencontre et que d'autres mamans ou papas rencontrent, cette saturation qu'il y a dans ces structures d'accueil. Donc en fait j'ai été recalée 2 fois au niveau de mes demandes. En 1 an et demi. Vous l'avez la première demande, vous l'avez fait quand L'année dernière en janvier l'année dernière, et j'ai réitéré ma demande en février cette année. Et donc j'ai été recalée. On m'évoque toujours le nombre d'effectifs insuffisants, le peu de places, etc. Et donc excédée, j'ai eu un entretien avec l'adjointe en maire de ma commune, qui m'a orientée vers les assistantes familiales, mais des jumeaux c'est un peu particulier, donc je voulais plutôt qu'ils évoluent en collectivité, même si un enfant sait très bien qu'il n'a pas forcément besoin tout petit d'être en collectivité parce qu'il n'est pas encore disposé à se sociabiliser. Oui, tout petit non, l'échange avec autrui, j'avais bien compris. Il est plutôt encore auto-centré, hein, l'échange avec autrui avant l'âge qui commence. Maintenant là, ils vont commencer un peu. Puis surtout, en plus des jumeaux, ils forment un couple, hein, donc ils jouent déjà, ensemble. Donc ça peut être pas mal aussi qu'ils soient un peu avec d'autres, mais bon. Mais alors, une assistante maternelle, vous, ça ne... non, parce que j'ai rencontré une assistante maternelle, j'ai vu l'environnement dans lequel les enfants évoluaient et ça m'a
pas, ça m'a plutôt reboosté en fait. J'ai pas apprécié. Ça vous a rebuté? Rebuté, pardon. Mais si, alors peut-être chez cette personne-là, mais en rencontrant d'autres personnes. J'aurais pu, oui, mais alors j'ai toujours peur du milieu familial clos. Je sais pas ce qui se passe. Vous avez plus confiance en la collectivité? Oui, voilà, parce que je sais qu'il y a plusieurs regards, il y a plusieurs intervenants. Oui, ça vous rassure? Oui, ça me rassure, oui. Et donc, du coup, j'ai exprimé ça à la maire adjointe, à toutes les personnes que j'ai rencontrées qui travaillent dans ces structures. Et en fait, ça les émeut pas plus que ça. Et au contraire, elles m'ont recalé, entre guillemets. Donc, du coup, je suis contrainte et forcée à ce jour de rester en congé parental. Et je vais devoir le renouveler. J'ai de la chance par rapport à mon métier, c'est que je peux avoir ce congé jusqu'à l'âge de 3 ans des enfants. Mais c'est vrai que financièrement, c'est pas les mêmes, c'est pas la même chose. Et puis, sans compter le côté financier, c'est un peu une rupture avec la vie active Qu'est-ce que je vais vivre. Qu'est-ce que vous faisiez là? Qu'est-ce que vous faites? J'étais dans l'administration. Oui. Mais parce que vraiment, c'est ce qui vous préoccupe, c'est que vos enfants soient. Vous avez peur qu'ils soient avec une personne. Vous ne faites pas. Vous avez du mal à faire confiance si c'est une personne. Oui, c'est vrai. Oui, le milieu collectif. Vous rassure plus parce qu'effectivement, là, il y a toujours plusieurs auxiliaires puéricultrices. Ils ne sont pas seuls. Vous avez eu de mauvaises expériences en fait, oui, parce autour de vous. Entre guillemets, si vous voulez, c'est peut-être parce que je vois un petit peu comment ça se passe, les relations enfants-adultes. J'ai un peu travaillé avec les enfants, donc dans des structures aussi, et j'ai vu le regard que certains pouvaient porter sur les enfants, des regards pas très sympathique. Donc du coup, du fait que ce soit collectif, je me dis qu'il y a toujours une âme bienveillante qui va dire si les choses, s'il y a des choses qui se passent mal, alors que dans un milieu familial clos, j'aurais pas de retour. Vous ne pouvez pas le savoir. C'est juste en même temps. Je vous rejoins. C'est-à-dire que même si dans une structure collective, il y a une ou deux personnes qui sont pas forcément, leurs motivations sont pas très, ce sont pas particulièrement bienveillantes. Il y a le groupe, le collectif, donc il y a un encadrement autour. Alors que quand c'est une personne qui garde seule au domicile, à son domicile ou au domicile des parents, quand les enfants sont petits, ils ne peuvent pas dire ce qui se passe. Voilà. Alors en même temps, après, cette personne peut vous être recommandée par d'autres parents avec qui ça s'est bien passé. Vous pouvez, quand même un petit peu évaluer, recevoir dans les premiers... Vous voyez, il y a quand même un peu des moyens. Je sais bien que c'est compliqué, mais peut-être voir quand même avec en parlant avec d'autres parents, peut-être c'est autour de vous, avec en demandant conseil au pédiatre, en demandant. Il y a quand même des personnes dont on peut vous dire elles sont particulièrement de confiance, dont des parents disent oui, moi j'ai été très satisfaite de cette personne-là. Oui, c'est vrai que je n'ai pas abordé la chose de cette manière parce que j'ai pas trop de contact avec d'autres parents. Et oui, parce qu'ils sont petits encore. C'est pas comme si c'était votre. C'est plus facile déjà quand on a les contacts avec les autres parents. On les a quand il y a déjà un enfant qui est scolarisé ou là, vous êtes un peu coincé chez vous. Donc vous n'avez pas ce contact. Mais ça pourrait être avec des amis, peut-être, qui ont des enfants.
Là, ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est une bonne chose. J'étais tellement excédée et outrée. Je vous assure, j'étais dans un état de personne hallucinée par les propos que j'ai entendus venant de l'administration de ma commune. Donc du coup, je suis allée à la crèche où j'ai déjà déposé mes dossiers qui ont été refusés. Et en fait, elle m'a rassurée, la dame à l'accueil. Elle m'a dit qu'il y avait une halte garderie, que je pourrais éventuellement les inscrire et pour des journées ponctuelles comme ça. Et elle m'a dit aussi qu'il y avait des possibilités de les mettre quelquefois lorsque la structure organise des jeux en collectivité avec des échanges entre parents. Donc c'est des choses qu'ils organisent de temps à autre. Et là, elle m'a donné une liste et des dates. Donc oui, je vais me présenter à ces réunions-là pour que les enfants puissent rencontrer d'autres enfants de leur âge. Alors ça c'est très bien, ça c'est très bien pour vos enfants. Vous, ça va vous permettre de souffler un peu. Mais c'est vrai que ça ne va pas vous permettre de reprendre votre activité professionnelle. Voilà, donc oui, c'est pour Comment ça que vous Caroline, vivez je me suis permis de vous appeler parce que je trouve ça c'est hallucinant. Si jamais il y a des témoignages, je suis prête à les entendre. Comment ça peut se passer des choses comme ça, qu'on puisse complètement monopoliser la vie d'une personne comme ça. Je trouve ça sidérant parce que du coup, je peux pas travailler. C'est un bonheur extrême d'être avec eux, de les voir grandir, mais là tout à l'heure par exemple, elle m'a dit que l'inscription des bébés, elle se fera en 2013. En janvier 2013, si jamais je les inscris, et qu'ils les prendront 9 mois plus tard. Ils auront presque 4 ans, mais je riais jaune. Hein. Non, mais il faut presque s'inscrire avant d'être enceinte, hein. C'est ça. Mais c'est surréaliste. C'est les places en crèche. C'est. Pardon, c'était pour la maternelle parce que je suis allée les voir. J'étais tellement excédée. Ah, c'est pour la maternelle, d'accord. Oui, je suis allée les voir et je leur ai dit alors, vous les prenez pas en crèche, certes. Je vais me faire une raison. Mais je vais réitérer quand même ma demande pour la crèche, mais je vais me faire une raison. Mais au moins, comment ça se passe pour la maternelle? Alors la dame, avec ses collègues, elle me disait, c'est simple, en 2013, janvier 2013, il va falloir les inscrire. Donc si vous les inscrivez, et ils seront retenus que pour septembre 2013. Je lui ai dit, mais attendez, ils auront presque 4 ans, mais je fais quoi en attendant? Je vais mettre en parenthèse toute mon activité professionnelle. Je vais faire quoi? Alors elle était complètement détachée de ma vie, enfin de mes propos, quoi. Ça l'intéressait pas. Hein. Pour elle, c'est pas grave. Je travaille pas pendant 4 ans. C'est incroyable. On peut se retrouver dans un gouffre financier rien qu'à cause de ça. Donc du coup, certes, c'est vrai, elle m'a donné la liste des assistantes familiales, mais je trouve que quand même, avec tous les moyens qu'ils ont des conseils régionaux, avec tous les moyens qu'ils ont, ils pourraient quand même œuvrer pour qu'une personne puisse ne pas perdre son travail ou puisse avoir que je puisse, moi par exemple dans mon cas. Oui, vous trouvez qu'on n'encourage pas suffisamment les femmes au fond à faire des bébés, puisqu'après c'est compliqué pour elles de reprendre une activité ou. Alors vous êtes dans l'administration, donc vous pouvez comme ça, vous avez cette possibilité-là. Parfois, il y a des femmes qui, lorsqu'elles font un bébé, reprennent un emploi qui se retrouvent plus un placard que le poste qu'elles avaient auparavant aussi. Déjà, il y a cette situation-là. Vous avez raison, Caroline. Ces femmes-là qui n'ont pas la chance que j'ai de perdre carrément leur emploi. J'ai même entendu une histoire. Il y avait un des collègues à ma sœur qui travaille dans une grosse boîte à Paris, et ce monsieur-là, il était en instance de divorce, et l'enfant en fait, sa compagne pouvait pas garder l'enfant, et lui en fait, il se posait la question d'arrêter son activité professionnelle parce que il pouvait pas se libérer.
et il trouvait pas d'assistante familiale sur Paris pour garder son enfant. Et donc, et puis c'était une somme hallucinante qu'il demandait. Hein. C'était presque un salaire. Donc là, en fait, moi, j'appelle parce que je suis excédée, et puis c'est oui, pour mais un peu dénoncer, je comprends. Oui, j'ai bien compris. Peut-être, mais je vous dis par rapport, c'est vrai que la crèche pourrait être bien aussi par rapport à vos enfants, mais demandez quand même aussi à vos. Je comprends que ça soit difficile hein, pour vous. Il y a cette inquiétude de confier aussi à vos enfants. J'ai bien entendu, vous préférez le collectif à un mode de garde individuel, mais peut-être quand même le pédiatre aussi peut être quelqu'un de bon conseil, et il a peut-être parmi les parents parmi les parents de ces petits patients des bonnes références à vous conseiller. Je vais essayer. Vous pouvez peut-être, parce qu'après tout, voyez, après, vous les rencontrez, ces personnes, et puis il faut aussi un peu vous faire confiance à vous, à votre instinct. Et puis dans les premiers temps, vous passez un peu à l'improviste, voir comment ça se passe, comment, vous voyez un peu. Il faut aussi vous fier à ça, parce que ne vous bloquez pas non plus trop, même si c'est vrai que c'est une réalité, cette situation des crèches. Merci d'en avoir parlé, Myriam, et bon courage pour la Caroline, suite. Au revoir. Merci énormément, et puis excellente soirée à vous tous, merci. aux auditeurs, et puis à vous-même. Au revoir. Bon courage, au revoir. Merci, au revoir.